Et bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Livre ésotérique ancien. On se retrouve là cette fois-ci pour la lecture de la magie et l'hypnose par Papus. Donc nous sommes toujours au chapitre 5 et nous reprenons cette fois-ci normalement, si je ne me trompe pas, une autre partie, la partie numéro 3, qui devrait être normalement la dernière sur ce chapitre, il me semble. Je vous promets rien, mais il me semble. Allez, c'est parti. Pour les autres qui arrivent par hasard, je vous invite à reprendre le début de la lecture dans la playlist qui porte le nom, pareil, La magie et l'hypnose de Papus. Donc, en attendant, juste aussi vous remercier pour tous les nouveaux abonnés, pour les nouveaux abonnés aussi à l'espace membre, merci beaucoup. Vous allez voir, ça va être assez sympa sur l'espace membre aussi, on aura des lectures un petit peu plus complexes, mais qui peuvent être tout de même très intéressantes. Merci pour les nouveaux abonnés de la chaîne aussi également, ceux qui se sont tous abonnés cette semaine. J'espère que la chaîne vous plaira et répondra à vos attentes, sachant que là on arrive un petit peu à la fin de certains livres, donc pensez bien que je vous ferai un sondage pour que vous puissiez vous exprimer sur les futures lectures. Donc soyez vigilants, soyez en alerte, dès que les sondages tombent, pensez bien à répondre, ça vous permettra de choisir un petit peu les futures lectures. Enfin, choisir, un choix parmi des propositions bien sûr. Et oui, c'est comme pour tout ici dans ce monde. Et oui, vous n'avez pas forcément complètement le choix, vous pouvez choisir parmi un choix. Je vous laisse méditer là-dessus. Donc allez, c'est parti, là on va voir comme titre « Les effets produits à l'extérieur ». Nous avons considéré jusqu'à présent les effets produits surtout par rapport aux médiums et aux assistants. Occupons-nous un peu des effets produits sur le milieu extérieur. Nous revenons ici par un certain côté aux communications développées dans notre première partie. Vous voyez les expériences de Monsieur Yudko. Mais nous allons rappeler les enseignements des maîtres de l'occultisme à ce sujet. La magnétisation d'un guéridon ou d'une personne est absolument la même chose, et les résultats sont identiques. C'est l'envahissement d'un corps étranger par l'électricité vitale intelligente, donc ça il l'a mis en italique, ou la pensée du magnétiseur et des assistants. Ainsi, l'électricité accumulée sur un corps isolé acquiert une puissance de réaction égale à l'action, soit pour aimanter, soit pour décomposer, soit pour enflammer, soit pour envoyer ses vibrations au loin. Vous avez vu que ce livre, malgré tout, il reste quand même très technique. Ce sont là des effets sensibles de l'électricité brute, produits par des éléments bruts, mais il y a évidemment une électricité correspondante produite par la pile cérébrale de l'homme, cette électricité de l'âme, cet éther spirituel et universel qui est le milieu ambiant de l'univers métaphysique ou incorporel, a besoin d'être étudié avant d'être admis par la science qui ne connaîtra rien du grand phénomène de la vie avant cela. Il nous met une petite annotation, Eliphas Lévy, Science des esprits, page 270 qui cite A. Morin. On a découvert tout récemment que les tables tournent aussi et que l'aimantation humaine donne aux objets mobiliers soumis à l'influence des chrysiaques un mouvement de rotation. Les masses même les plus lourdes peuvent être soulevées et promenées dans l'espace par cette force, car la pesanteur n'existe qu'en raison de l'équilibre des deux forces de la lumière astrale. Augmenter l'action de l'une des deux, l'autre cédera aussitôt. Or, si l'appareil nerveux aspire et respire cette lumière, en le rendant positif ou négatif, suivant les surexcitations personnelles du sujet, tous les corps inertes soumis à son action et imprégnés de sa vie deviendront plus légers ou plus lourds, suivant le flux et le reflux de la lumière qui entraîne dans le nouvel équilibre de son mouvement les corps poreux et mauvais conducteurs autour d'un centre vivant, comme les astres dans l'espace sont emportés, balancés et gravitant autour du soleil. Là, il nous rapporte à Eliphas Lévy, Histoire de la magie. Je vous rappelle que cette œuvre est en cours de lecture sur la chaîne en ce moment, en accès libre. Les faits produits ont été étudiés. 1. Dans l'obscurité ou en demi-lumière. 2. En pleine lumière. Ce second ordre de phénomène est si rarement obtenu dans les commissions scientifiques
qu'il est de la plus haute importance d'en constater la présence dans le cas actuel. Nos lecteurs savent que certains rayons lumineux agissent comme de véritables dissolvants à cause de leur potentiel élevé sur les émanations électriques et astrales du médium. Voilà pourquoi l'obscurité est nécessaire autant aux faits psychiques qu'à certaines manipulations photographiques, et ce n'est qu'au prix de grands efforts et d'une accoutumance spéciale qu'un médium peut parvenir à produire certains faits en pleine lumière. Monsieur Le Merle a fait un très beau rapport sur des faits produits en pleine lumière. Donc là, il nous met voir Le Merle, rapport sur les expériences de Monsieur Pelletier, initiation. Ensuite, il titre Faits produits en obscurité. À ce moment, les rideaux rouges et blancs du côté gauche du médium sont projetés violemment de manière à recouvrir une partie de la table, ainsi que la tête et l'épaule droite de Monsieur de Gramont, du côté de Monsieur Sabatier. On redouble de vigilance quant au contrôle. Les mains, les pieds sont bien tenus comme ci-dessus. Alors on voit, j'ai pas d'image à cet endroit. Non. Oui, comme ce qu'il a expliqué, il n'y a pas d'image. Hein. Donc les mains et les pieds sont bien tenus, comme ci-dessus, comme ce qu'il avait expliqué avant. Le médium, de plus en plus en transe, geint, se tord, puis repousse du corps vers la gauche et un peu en arrière sur la chaise sur laquelle il est assis. Cette chaise pesant environ 2,5 kg, et ouais, à l'époque ça rigolait pas. Bah oui, c'était pas des chaises toutes légères en kit qui se cassaient pour un oui pour un non. Donc cette chaise pesant 2,5 kg s'est élevée lentement. Lentement, il le met en italique, en passant à la gauche de sa tête et au-dessus de son épaule gauche. Elle s'est portée en avant en basculant de manière à se renverser, le dossier en bas, le siège et les pieds en haut, et est venue se placer avec une douceur remarquable de mouvement, le siège sur le bras et l'avant-bras droit de Monsieur de Gramont, et la traverse supérieure du dossier sur les genoux de Monsieur Sabatier placé à droite de Monsieur de Gramont. Il convient de mentionner que, quelque temps avant le fait du soulèvement de sa chaise et de sa projection sur Monsieur Sabatier et sur Monsieur de Gramont, Eusapia a fait remplacer la lourde chaise de velours et acajou sur laquelle elle était assise par une chaise canée légère. Oui, si vous entendez des bruits bizarres, c'est normal, c'est le chat qui fait sa toilette. On peut supposer que le médium, ayant l'intention de produire le phénomène d'une manière quelconque, a voulu diminuer l'effort à dépenser. C'est-à-dire qu'il y a des chaises encore plus lourdes. Oui, vous vous souvenez, hein, on était dans la partie d'avant, toujours sur Eusapia, donc on continue sur Eusapia. Il a vraiment un gros paragraphe, enfin une grosse partie du livre sur elle. Eusapia, alors là, non, on va titrer « Faits produits en lumière ». Eusapia, les miens et les pieds tenus, comme ci-dessus, donc comme ce qu'il disait avant, prévient qu'elle va tirer la clé du bahut placé à sa gauche et trop éloignée d'elle pour que, sans se pencher très fortement, elle puisse l'atteindre, soit avec les mains, soit avec les pieds. D'ailleurs, M. Watteville est placé entre le médium et le bahut, si bien que le médium ne saurait atteindre le bahut qu'en passant à côté de M. de Watteville, ou même en le poussant. En outre, la lumière est suffisante pour qu'on puisse voir nettement si Eusapia dirige un de ses membres vers le bahut. Aussitôt, on entend grincer distinctement la clé dans la serrure, mais la clé mal engagée refuse de sortir. Eusapia prend d'une main le poignet gauche de Monsieur Sabatier et des doigts de l'autre main lui entoure l'index. Elle produit autour de ce doigt des mouvements alternatifs de rotation auxquels correspondent des grincements synchrones de la clé, tournant tantôt dans un sens, tantôt en sens contraire. C'est le chat qui fait des bêtises. 9h04. Madame de Rochas entre dans la chaîne entre Monsieur de Rochas et Monsieur Sabatier. Le contrôle reste le même. Le pied droit tenu par Monsieur Sabatier, le gauche par Monsieur de Watteville, Eusapia se frappe les mains devenues libres en l'air au-dessus de la table. Ses mains sont vues de tous. Le fauteuil frappe des coups synchrones avec la mimique des mains. Elle frappe des mains et le fauteuil accompagne fidèlement de ses bonds et de ses coups les mouvements des mains. Les mains sont bien vues de tous,
Les pieds sont bien tenus et bien vus. Le contrôle s'est déclaré excellent par tous les observateurs. Eusapia, saisissant de ses deux mains la main de M. Sabatier, qui est assis à droite, fait des gestes saccadés de va-et-vient, comme pour ouvrir la porte du bahut situé à gauche, à 1 mètre de distance environ, et derrière M. de Watteville. Aussitôt la porte du bahut s'agite et produit des sons saccadés et tumultueux, comme ceux d'une porte qui s'efforce d'ouvrir mais qui résiste, la serrure n'étant pas ouverte. À ce moment, M. de Watteville demande s'il n'y a pas lieu de dégager directement la clé du bahut que les efforts de Sapia n'ont pu que faire tourner dans l'ouvrir. Alors c'est dans l'ouverture, mais ici ils disent l'ouvrir. Sur avis conforme des observateurs, M. de Watteville tourne la clé, ce qui rend libre la porte du bahut. Alors sur un nouveau geste de Sapia, la porte s'ouvre. Eusapia s'inclinant vers M. Sabatier, placé à sa droite, met chacune de ses mains sur la joue correspondante de M. Sabatier. Les pieds sont toujours bien tenus, le droit par M. Sabatier, le gauche par M. de Watteville. Eusapia frappe des deux mains en cadence les joues de M. Non mais vous imaginez la scène, sérieux. Eusapia frappe des deux mains en cadence les joues de M. Sabatier. Non mais le spectacle. La porte de l'armoire s'ouvre et se ferme alternativement en cadence. Un coup sur les joues. Je crois pas à ce que j'ai... Enfin là, j'en reviens pas de ce que je suis en train de lire. Un coup sur les joues, l'ouvre, un coup suivant, la ferme. Mais comment vous voulez que ça soit... Ça peut être crédible, mais quand même, quand on lit ça, ça aide pas. Les mains sont parfaitement vues et senties. Franchement, si c'était pas un livre de Papus, j'en remettrais beaucoup de choses en cause. Les mouvements de la porte sont également vus et entendus car la porte vient frapper en s'ouvrant contre la chaise de M. de Watteville. Ainsi devant le bahut, entre le bahut et Eusapia et en se fermant contre le bahut lui-même. Les mouvements de la porte sont proportionnés comme vivacité au mouvement des mains. Après un certain nombre de coups ainsi portés, Eusapia pousse vivement la tête de M. Sabatier vers le bahut. La porte se ferme avec violence. Avant que tous ces phénomènes se produisissent, Eusapia les avait clairement annoncés. Aussi, les observateurs sont-ils très en éveil et le contrôle très rigoureusement observé. Les pieds sont tenus et vus, la tête l'est également, les mains sont senties et vues par M. Sabatier. Et vues par tous les observateurs aussi. Il fut en outre constaté après la séance que Sapia, de la place où elle était, ne pouvait atteindre la porte et la clé du bahut avec les pieds. D'ailleurs, la présence de M. de Watteville entre elle et le bahut aurait fort contrarié les mouvements de cette sorte. Les mains appliquées sur les joues de M. Sabatier ne sauraient être mises en cause. En outre, il est bien constaté qu'il n'y a entre Eusapia et ce bahut ni lien, ni levier, ni les ficelles nécessaires pour produire ce mouvement alternatif, ni aucun moyen direct de transmission. D'ailleurs, on avait au cours des expériences changé de place et circulé entre Eusapia et le bahut, ce qui aurait dérangé le truc s'il avait existé. À aucun moment des expériences, Eusapia n'a été vue en situation ou en action pour placer des moyens matériels de communication entre elle et le bahut et sa clé. Il est bon de répéter que les expériences se faisaient à une lumière suffisante pour que les mouvements des personnes et des objets fussent distinctement vus et constatés. Alors, Eusapia se place à l'extrémité de la table du côté de la fenêtre. Donc là, on passe à autre chose. Pour assurer le contrôle et démontrer que ses mains ne saisissent pas la table pour l'agiter ou la soulever, elle demande 2 verres remplis d'eau qu'on place sur la table. Une lampe à pétrole placée sur la grande table à 2,50 m de distance environ, avec un abat-jour de mousseline blanche transparente, brille de tout son éclat. Et nous observons en pleine lumière Eusapia Eusapia plonge chacune de ses mains dans un verre rempli d'eau. Monsieur de Rochas place et maintient sa main sur les genoux de Sapia et par conséquent entre les genoux et la table
pour constater que les jambes et les genoux n'exercent aucune pression, de bas en haut, sur la table. La lumière était très belle. Madame Sabatier et de Gramont surveillent les pieds de Sapia et constatent qu'ils n'ont aucun contact avec les pieds de la table et qu'ils ne sont pas mis en mouvement. Sapia, exerçant sur les parois internes des verres une pression excentrique qui les fixe aux mains, porte les verres renfermant ainsi les mains au-dessus de la table. Et, même en dehors du périmètre de la table, sans aucun contact avec elle. Elle porte les mains tantôt à droite, tantôt à gauche. La table exécute des mouvements latéraux correspondants, en suivant les mains. Des coups sont frappés sur la table. Les mains, placées dans les verres, sont portées au-dessus de la table sans aucun contact avec elle. Monsieur de Watteville saisit les genoux avec les mains, les pieds sont vus par les observateurs. La table est soulevée horizontalement à 0 à 25 cm de hauteur. Elle reste ainsi quelques secondes puis retombe brusquement. De nouveau, dans les mêmes conditions de contrôle, la table est élevée à 30 cm environ. Jusque-là, les observations se sont faites en pleine lumière. 9h30. Alors c'est 9h03, pardon. La table se soulève horizontalement des 4 pieds et reste ainsi quelques secondes. Nous observons en pleine lumière les 4 pieds de la table et les membres inférieurs de Sapia et ne découvrons rien de suspect. Pendant que la table est en l'air, le médium gémit et manifeste un effort pénible. La table retombe brusquement et le médium pousse un grand soupir. 9h06. Nouvelle lévitation horizontale de la table dans les mêmes conditions, les mains du médium tenues étant situées à 10 cm au-dessus de la table. Dans nos études personnelles, alors, là ça s'arrête. Et là il nous met un apport, en italique comme un titre. Un apport. Dans nos études personnelles sur les phénomènes dus à la force psychique, nous avions obtenu avec les médiums Babelin et Valentine des apports dans des conditions de contrôle rigoureux. Nous avions eu la faiblesse d'admettre à ces expériences des curieux hommes. Nous avions eu la faiblesse d'admettre à ces expériences des curieux, hommes du monde pour la plupart, qui ne présentaient aucune des garanties scientifiques nécessaires pour ces études. Cela nous a valu d'odieuses calomnies dues à l'ignorance de nos assistants, et nous sommes heureux de voir un phénomène d'apport étudié dans de bonnes conditions. On a été étonné de voir que certains rayons traversent la matière la plus opaque. Quel sera l'étonnement de nos savants quand ils découvriront qu'une certaine force, entre parenthèses que nous appelons force ou lumière astrale, dissout la matière la plus dense, lui fait traverser à l'état radiant les murs les plus épais et la reconstitue intégralement dans sa forme première après ce petit voyage. C'est un peu, suivant l'excellente comparaison de M. G. Delanne, comme un bloc de glace qui, à l'état de vapeur, passerait à travers un linge fin et serait reconstitué à l'état de bloc de glace de l'autre côté du linge. Dans ces dernières années, nul n'a mieux étudié le phénomène des apports que Donald McNabb. Voyons maintenant le fait rapporté par la commission. Donc 9h30. La lampe est emportée hors du salon, mais à travers la porte pénètre une lumière suffisante pour distinguer les objets. Les mains sont toujours dans les verres, dont l'eau n'a pas été renversée, tant Sapia maintient ses mains dans une position constante et verticale, position qui ne leur permet pas d'agir par l'appréhension. Monsieur Sabatier se couche sous la table, sur le dos, et saisit entre les mains et les bras, très fermement, les pieds et les jambes de Sapia. Les mains de Sapia renferment dans les verres, les mains de Sapia renfermées dans les verres sont maintenues hors du contact de la table, ce que la lumière permet fort bien de constater. Sur un mouvement de ses mains, la table est renversée et tombe sur les jambes de M. Sabatier. À ce moment, le médium abandonne les verres et les mains sont saisies l'une à droite par le colonel de Rochas, l'autre à gauche par M. de Watteville. Chacun de ces observateurs s'applique à tenir solidement et exactement la main qui lui correspond, et la saisit par le poignet et la main qui l'embrasse. M. Sabatier, couché sous la table qui a été redressée,
Et ils se mettent un peu en danger, les gars, quand même. Et puis alors, Sapia avec la pauvre, avec ses mains, ses membres complètement compressés et tenus fermement, la pauvre, quoi. Au bout d'un moment, elle doit avoir des traces. Monsieur Sabatier, couché sous la table qui a été redressée, tient fermement les 2 membres inférieurs. Sapia est vêtu d'une robe noire, très simple, d'un corsage clair et n'a pas de corset. Avant la séance, Madame A. de Rochas a assisté à sa toilette de séance car elle s'allègue pour la circonstance et Madame de Rochas a constaté avec grand soin et très minutieusement qu'il n'y a sur elle aucun moyen de fraude et de supercherie, ni rien d'étranger à son costume. En outre, M. Sabatier, avant le début de la séance, a palpé très librement le médium dans presque toute l'étendue du tronc et des membres sur sa demande. C'est bizarre. Et n'a rien constaté de suspect. Donc a palpé très librement le médium dans presque ou toute l'étendue du tronc et de ses membres sur sa demande et n'a rien constaté de suspect. Bon, il a vérifié. Alors là, il y a une petite annotation là-dessus. Monsieur Sabatier dit presque, parce que naturellement il a hésité à porter la main dans certaines parties comme l'intervalle des seins, où un objet à la rigueur aurait pu être caché, mais il faut remarquer que Sapia n'avait pas de corset, et que Madame de Rochas l'avait soigneusement examinée comme elle quand elle sommeillait. Voilà. Oui, à l'époque, ils avaient tous des corsets. Elles avaient beaucoup de corsets, pardon. Cette inspection avait lieu lors des précédentes séances, mais dans le cas actuel, il a été exercé avec une rigueur et une liberté encore plus complètes, si possible, Sapia l'ayant d'ailleurs sollicité. Sur la demande du médium, la lampe est emportée dans le vestibule, la porte en est fermée et l'obscurité est complète. Sapia appuie sa tête sur le cou du colonel de Rochas, qui peut par là en contrôler les mouvements. Elle promène en tâtonnant sa main droite, tenue par la main gauche de M. de Rochas. On a bientôt fini sur cette partie. Sur le bras droit de M. de Rochas, la main gauche est maintenue immobile sur la table de M. Vaville. Pendant qu'elle tâtonne, Sapia dit en italien « Je cherche, puis j'ai trouvé ». Elle s'agite et gémit beaucoup. Au bout de quelques instants, on entend sur la table un coup très violent qui retentit fort sur la tête, oh là là, de M. Sabatier. Placé sous la table. Il prend des risques quand même. Les membres inférieurs de Sapia, enlacés par M. Sabatier, sont restés immobiles. On apporte la lampe et l'on trouve au milieu de la table un caillou assez volumineux, pesant 500 grammes, c'est pas mal quand même. C'est un calcaire compact, mamelonné d'une part, cassuré de l'autre, semblable à ceux qui se trouvent dans les moraines sur lesquelles est bâtie l'habitation de Lagnelas. Donc là, il met une annotation, il met « Monsieur Darex, qui était fatigué, s'est retiré après la chute du caillou pour aller se reposer. » Bah, tu m'étonnes. Alors là, il nous met « Force psychique » en titre, avec une grosse annotation pour démarrer. Le groupe indépendant d'études ésotériques est constitué de manière à pratiquer l'étude scientifique de tout phénomène, se rapportant aux idées spiritualistes. Monsieur Le Merle, ingénieur, ancien élève de l'école polytechnique qui a fait le rapport ci-dessous, est le directeur des études pratiques du groupe. Il n'a pas hésité à se rendre sur place afin de faire participer nos membres aux observations qu'il pourrait faire en toute connaissance de cause. Qu'ils reçoivent nos sincères remerciements. Et mettre entre parenthèses Initiation, juillet 1891, son livre. Alors, là, il nous met. Parmi les divers modes de manifestation de la force psychique, les mouvements d'objets sans contact ont sans contredit un très grand intérêt quand on a la rare et bonne chance de les voir se produire dans des conditions de sincérité parfaite. Cette catégorie de phénomènes est étudiée depuis longtemps avec un soin tout spécial par M. H. Pelletier, qui en publie fréquemment les résultats dans nos revues et ici même. C'est donc pour nous une véritable bonne fortune d'avoir pu assister ces jours derniers à l'une de ces intéressantes séances et nous exprimons ici nos bien sincères remerciements à M. H. Pelletier, dont l'accueil vraiment cordial nous a charmés. C'est dans le calme
de la pleine campagne, dans un joli hameau des bords de la Loire, et dans un milieu tout patriarcal, que ce chercheur convaincu se livre à ses patientes études avec pour sujet de braves gens de son entourage, de simples cultivateurs, qui n'y entendent pas malice, ce qui vaut mieux peut-être que certains névrosés faisant dans les grandes villes un usage commercial de leurs plus ou moins réelles facultés. C'est au moyen de la polarité que M. Pelletier opère le recrutement de ces sujets en employant des pièces de monnaie, des canons de soufre, des bâtons de gomme, lac, etc. 3 seulement de ces sensitifs avaient répondu à son appel, les autres étant retenus par leurs occupations, mais malgré ce faible nombre et la forte chaleur, la séance avait lieu à midi. Malgré aussi l'intimidation résultante de la présence d'une personne étrangère, nous avons pu enregistrer des résultats indéniables. C'est d'abord l'action sur l'eau contenue dans un bol, placé sur une table devant laquelle se tient un sensitif, puis plusieurs agissant par leur simple proximité ou en étendant les mains à 5 ou 10 centimètres au-dessus de la surface. Celle-ci éprouve de temps en temps des secousses d'où naissent comme d'ordinaire des ondes circulaires, à peu près comme quand un poisson saute hors de l'eau. Tout le monde est absolument immobile. Nous nous sommes assurés qu'il faudrait frapper assez fort sur le sol avec le talon pour que l'ébranlement se communiquant par la table produisit quelque chose d'analogue. L'ébranlement par le souffle produit, d'autre part, des rides continues qui n'ont pas de caractère d'impulsion brusque. Ces faits se produisent quelquefois au commandement de M. Pelletier, mais nous aurons à faire plus loin une remarque générale à ce sujet. Quelquefois aussi, ils ont lieu dans le silence le plus complet. À plusieurs reprises, nous avons constaté en rapprochant la tête pour voir de plus près une sensation très nette de vent frais qui paraissait passer entre la surface de l'eau et le réseau des mains étendues au-dessus. À ce moment, les sensitifs accusaient spontanément la sensation de froid bien connue et souvent signalée et qui rendait plus remarquable la température élevée qui régnait dans la pièce dont la fenêtre et les portes étaient fermées pour éviter qu'un souffle d'air vînt influer sur le phénomène. Dans ces conditions, il n'y a pas de doute pour nous, et nous sommes persuadés qu'avec un plus grand nombre de sensitifs, l'effet pourrait être considérable. Nous avons essayé en plaçant les uns derrière les autres en isonome, les 3 mains droites étendues ensemble et les 3 gauches de l'autre côté au lieu de les croiser au hasard, nous espérions augmenter l'intensité du phénomène et c'est le contraire qui eut lieu. L'opérateur prit ensuite une aiguille aimantée d'une 12aine de centimètres de long placée sur un pivot vertical. Les sensitifs étendaient leurs mains ensemble ou isolément, au-dessus ou à côté, après qu'elle eût pris sa position dans le méridien magnétique. Il y eut quelques mouvements qui ne nous paraissaient pas bien nets et qui pouvaient provenir de l'agitation de l'air causée par les mouvements des mains qui venaient prendre position. Nous avons pris alors un petit fil à plomb monté sur une potence métallique et ayant mis ce fil dans le méridien magnétique, il déterminait exactement le plan de ce méridien avec le pivot de l'aiguille. Les mains étant parfaitement immobiles, nous avons pu constater des déviations très nettes en déclinaison, mais non des déviations constantes. Et encore, comme pour l'eau, comme pour ce qui va suivre, il y a des impulsions, à la suite desquelles l'équilibre est repris par des oscillations ordinaires. En l'absence de dispositif pour mesurer la valeur de ces impulsions, nous estimons à 20 degrés, au moins, l'amplitude de l'écartement hors de la position d'équilibre. Il n'est pas inutile de dire que le phénomène se produit aussi bien avec la main dans le méridien que perpendiculaire à ce plan. Nous avons remarqué que pendant l'expérience, les oscillations de l'aiguille, reprenant son équilibre, étaient comme amorties. Il semblait qu'elle se mouvait dans un milieu plus résistant, c'est-à-dire que, pour un écart donné, elle revenait plus vite à sa position qu'en l'absence des sensitifs. Ce serait peut-être à vérifier plus soigneusement. Ce qui précède
ne regarde que les mouvements en déclinaison. L'aiguille pouvait, de par son mode de suspension, prendre aussi quelques mouvements en inclinaison. Mais ceux-ci ne nous sont pas parus assez nets pour nous y arrêter. La mobilité dans le plan vertical étant beaucoup trop grande et pouvant être attribuée au simple mouvement respiratoire d'un assistant assez rapproché. Ceci demanderait aussi une étude spéciale. Avec le pendule, en balle de sureau, rien de bien caractérisé. Nous arrivons maintenant au corps pesant ordinaire. On mit sur le guéridon 2 porte-mines, l'un en argent assez lourd, l'autre en aluminium léger. Les sujets se tenaient assis de face à la table, qu'aucun ne touchait par aucune partie du corps ni des vêtements. Après quelques minutes d'attente, le plus léger de ces objets tourna sur lui-même une dizaine de fois, dans un sens et dans l'autre, avec ou sans commandement. On ajouta sur la table un porte-plume en bois ordinaire et une petite boîte ronde de 3 cm environ. Ces 2 objets furent à plusieurs reprises poussés en avant et en arrière, d'un bord de la table à l'autre. Des bouchons qui leur succédèrent représentèrent aussi les divers mouvements mentionnés dans les communications de M. Pelletier, sauf celui de sauter hors du guéridon et celui de se séparer après s'être joints. Ces mouvements avaient encore été obtenus la veille, paraît-il, mais il ne faut guère s'étonner de ne pas avoir reproduit toute la série si l'on songe que la séance durait déjà depuis plusieurs heures et que la chaleur était étouffante. C'est un peu le cas pour moi en ce moment. Ouais, en ce moment il fait très chaud les amis. Bah, vous le avez tous constaté. Moi ça me dérange pas plus que ça, mais quand même, Là c'est pas mal quand même. C'est ici le lieu de faire quelques remarques générales. La manière d'être de ces phénomènes conduit à leur assigner une cause, quelle qu'elle soit, de nature intermittente, procédant par émissions séparées. Aucun fait n'a manifesté une force continue, si faible soit-elle. Tout se passe comme par choc. Ceci est en outre corroboré par cette action du commandement dont nous avons déjà dit un mot. Ayant remarqué que M. Pelletier a la voix forte et le commandement brusque, et ayant cru voir que ses sujets sursautaient à sa voix, nous eûmes l'idée que ce commandement pouvait agir non pas par l'ébranlement physique de l'air, mais par la commotion ressentie par le sujet. Commotion qui pouvait déterminer l'émission d'un flux de force psychique. Pour vérifier cette opinion, nous priâmes l'expérimentateur à voix très basse à son oreille de faire un commandement négatif de quelque sorte. Au commandement « ne bouge pas », fait à la façon ordinaire, un de ces sujets eut un soubresaut et l'objet bougea. Donc fait à sa façon, à l'ordinaire, voilà, un de ces sujets eut un soubresaut et l'objet bougea. Donc en fin de compte, c'est pas forcément le commandement ce qu'il dit, c'est ce que ressentent les autres. En ce qui regarde ces mouvements d'objets très légers, nous nous permettrons de formuler non pas une critique, mais un désir, celui de rendre les expériences absolument concluantes en prenant de très grandes précautions contre l'action du souffle et même la simple respiration des sujets. C'est certainement la première idée qui vient à toute personne témoin de ces mouvements, que de se dire que les sensitifs doivent souffler, exprès ou non, sur les objets. Nous nous sommes assurés que la plupart des phénomènes dont nous venons de parler étaient sûrement indépendants de cette cause. Mais plusieurs autres, que nous avons passés sous silence, pouvaient à la rigueur s'y rattacher. Dans l'intérêt même de la vérité, il faut absolument éliminer cette source d'erreur, qui nous semble d'ailleurs être la seule et être en somme bien petite. En tout cas, elle est tout à fait hors de cause dans ce qui a suivi. Nous voulons dire le déplacement de la table, elle-même sans contact. La séance ayant été reprise après un repos bien gagné, les sujets se sont placés autour du guéridon, les mains appuyées dessus pour le charger. Ce guéridon est à 3 pieds de chêne massif et pèse peut-être une dizaine de kilogrammes. Après quelques minutes d'imposition des mains, celles-ci quittèrent la table, restant environ à 10 cm au-dessus,
et nous eûmes le soin de vérifier que rien absolument n'y touchait plus jusqu'au sol qui est formé d'un carrelage fruste, opposant aux pieds de bois une grande résistance du frottement. Dans cet état, au bout de peu de temps, la table se souleva de quelques centimètres et retomba sur ses pieds. L'expérience fut renouvelée 4 ou 5 fois, toujours de la même façon, c'est-à-dire en la rechargeant à chaque fois par le contact. Monsieur Pelletier, estimant que chaque mouvement obtenu amenait une sorte de décharge. Sur notre demande pourtant, les mains restèrent en l'air après le mouvement obtenu et il se produisit encore 2 fois sans nouveau contact. Il est impossible de rien voir de plus net et de plus certain. On trouvera peut-être que nous nous sommes trop étendus sur des faits sans grande envergure, mais nous sommes de ceux qui croient qu'en ces matières un fait simple bien observé, c'est-à-dire avec soin, en apprend plus long que de plus séduisant, mais qui laisse plus de place aux doutes et aux objections. Telle paraît être aussi l'opinion de M. Pelletier, qui, depuis plusieurs années, s'ingénie à répéter sous toutes les formes, quelques-unes amusantes et gracieuses, ces phénomènes simples, et à en varier les conditions avec tant de fertilité d'invention. C'est signé Le Merle. Alors, là, les amis, j'étais en train de vous dire au début que peut-être que ce sera la dernière partie, mais en fin de compte, pas du tout. Sur ce chapitre, on n'a pas terminé du tout. Donc il est fort probable qu'il y ait encore une autre partie. Mais rassurez-vous, là on continue. Donc là, on est à force psychique, entre parenthèses, 1, initiation. Donc maintenant, là, on retitre dans le paragraphe, donc toujours un titre en italique, force psychique. Correspondance de M. Thomasin, délégué général du groupe indépendant des hautes études ésotériques pour l'Allemagne. Monsieur le docteur baron Karl Duprel, président d'honneur de la Société de psychologie de Munich, adhérent au groupe, était invité par monsieur Aksakov, célèbre spiritualiste de Russie, conseiller d'État de SM l'empereur de Russie, à venir à Milan pour assister aux séances faites avec le médium du professeur Lombroso, Eusapia Palladino. Donc on retrouve aussi ici Eusapia. Bientôt un cercle illustre se forma autour de ces 2 grands chercheurs de l'occultisme. C'était, alors, Madame alors je sais pas, c'est MM, donc ce sera peut-être pas la Madame quand même, parce que c'est Giovanni Schiaparelli, donc Schiaparelli je pense, directeur de l'Observatoire astronomique de Milan, Charles Richet, professeur à la faculté de médecine de Paris, éditeur de la revue scientifique, entre parenthèses 5 séances. Donc, on a Cesare Lombroso, oui, donc ils sont plusieurs à être là. Cesare Lombroso, professeur à la faculté de médecine de Turin, entre parenthèses, lui il va faire 2 séances. Angelo Broferla, professeur de philosophie. Giuseppe Gerosa, professeur de physique. B. Ermacora, docteur en physique. Giorgio Fienzi, docteur en physique. Donc voilà, toutes ces personnes étaient là à au moins une séance. Les expériences faites par ces grands chercheurs de la science furent si frappantes qu'ils signèrent tous un rapport détaillé en français et en italien dont la conclusion est ainsi rédigée. Ainsi donc, tous ces phénomènes étonnants que nous avons observés pendant une complète ou quasi-complète obscurité, tels que chaises tirées fortement avec la personne assise dessus, coups dans les chaises, transport d'objets, attouchement au corps, attouchement de main par une main, empreintes de doigts, lueurs phosphorescentes, nous les obtîmes à cette séance du 6 octobre 1892, ne perdant pas le médium de vue, pas même pour un instant. La séance du 6 octobre fut donc pour nous la constatation évidente et absolue de la justesse de nos impressions antérieures dans l'obscurité. La preuve incontestable que, pour expliquer les phénomènes de la complète obscurité, il n'est point nécessaire de supposer une fraude du médium ni une illusion de notre part, que les phénomènes peuvent résulter des mêmes causes qui donnent origine aux phénomènes produits pendant que le médium est visible à l'aide d'une lumière suffisante pour en contrôler la position et les mouvements. En rendant public ce court et incomplet résumé de nos expériences, nous devons encore exprimer notre conviction. Premièrement,
que dans les circonstances données, aucun des phénomènes qui ont été obtenus à la lumière, plus ou moins intense, n'aurait pu être produit par un artifice quelconque. Deuxièmement, que la même conviction peut être affirmée pour la plus grande partie des phénomènes d'obscurité complète. Pour un certain nombre de ces derniers phénomènes, nous pouvons bien reconnaître, en général, la possibilité de les imiter par quelques tours d'adresse du médium. Cependant, d'après ce que nous venons de dire, cette hypothèse serait non seulement improbable, mais encore inutile dans notre cas, car même en l'admettant, l'ensemble des faits bien prouvés n'en recevrait aucune atteinte. Au reste, nous reconnaissons qu'au point de vue de la science exacte, nos expériences laissent encore à désirer. Elles ont été commencées sans savoir de quoi on aurait besoin. Les instruments et divers appareils que nous avons employés ont dû être préparés à la hâte par les soins du docteur Finzi, Gerosa et Hermacora. Ce que nous avons vu et constaté, selon notre opinion, est suffisant pour prouver que ces phénomènes sont bien dignes d'être considérés par la science. Nous considérons qu'il est de notre devoir d'exprimer ici publiquement notre estime et reconnaissance à M. Ercole Chiaia pour avoir poursuivi pendant de longues années avec tant de zèle et de patience, et malgré les clameurs et dénigrements de la foule ignorante, le développement des facultés médianimiques de ce sujet remarquable, ne poursuivant qu'un seul but, le triomphe d'une vérité impopulaire. Après la publication du résumé et de cette conclusion dans la presse italienne, l'Italia del Popolo, du 30 octobre au 30 novembre, le spiritisme devint la question du jour. On ne pouvait pas croire que tous ces hommes lumière de la science fussent assez stupides de se laisser tromper par un médium ignorant. La grande nouvelle dépassait bientôt les frontières de l'Italie. Le docteur Duprel et moi-même l'annonçâmes en Allemagne dans la presse et dans une conférence à Munich. Alors les amis, là la question est, vous voyez à l'époque, les journaux c'était presque comme la télé aujourd'hui avec certaines personnes, c'est-à-dire que ce que disaient les journaux c'était vrai quoi. Donc là il y a vraiment quelque chose qui s'est annoncé et autres. Mais aujourd'hui elle en est où cette nouvelle? Deux guerres ont passé et cette nouvelle en est où? Franchement on est revenu à zéro. Il y a encore pas mal de personnes qui sont toujours à ce point au niveau d'une certaine forme de télékinésie ou médiumnité, on a encore beaucoup de gens qui, je dirais pas même la majorité, qui se disent que c'est impossible. Donc voilà, donc tout ce travail et deux guerres ont passé et voici où nous en sommes. Retour au cycle, retour à zéro. Alors pourquoi je dis ça? C'est pas pour critiquer, c'est surtout pour se dire qu'au final, dans ce monde, beaucoup de choses ont été détectées, beaucoup de choses ont été apprises, on a eu des évolutions chaque fois, des évolutions sur l'être humain. Et à chaque fois, on est revenu à zéro. Il y a quelque chose qui a fait que on a oublié. La mémoire est revenue en arrière et on repart et on refait des bêtises. Et encore une fois, on revient toujours sur cette histoire de la mémoire. Je pensais aussi à vous lire le livre de Thoth, qui était intéressant parce que le livre de Thoth, il y a, je crois, tout un passage pour programmer sa mémoire pour le retour. S'il y a, mais bon, ça va être compliqué de traverser pour certains, et pour beaucoup même, et je peux me mettre dedans aussi, hein. Et c'est sûr que oui, donc ce que je voulais vous dire, c'est que la mémoire c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que dans ce monde, sans mémoire, on refait toujours les mêmes erreurs. Et ça peut être sur le plan concret, physique, ici, comme finalement l'histoire karmique. Encore une fois, je suis ouverte au débat pour cette question, qui est, comme vous savez, ceux qui me suivent, importante pour moi. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de donner au lecteur de l'initiation un rapport étendu des expériences faites par le comité scientifique. Pour les membres du groupe, les phénomènes médiumniques ne sont qu'une préparation à l'étude et à la connaissance des grandes doctrines universelles de la magie. Pourquoi pas? Kabbale, Gnose, théosophie. Les actions de la force des astros primitifs que les savants de nos jours commencent maintenant à constater et à étudier ne peuvent plus avoir le même intérêt pour les initiés entrés dans l'intérieur, dans le sanctuaire du temple occulte. C'est pourquoi je ne veux donner ici qu'une courte exposition des faits constatés à Milan. Alors, un truc qui me gêne quand même dans ce livre, c'est qu'il fait que reprendre des éléments.
Il écrit peu finalement, et il reprend surtout des choses. Et oui, les initiations à l'époque étaient faites d'une autre manière. Ça veut dire que si déjà, dès l'Empire égyptien, on parlait d'initiation à ce genre de choses, donc imaginez aujourd'hui, après autant de temps où nous en sommes, et le niveau parapsychique des personnes aujourd'hui, et d'initiation sur certaines forces, on en est très loin, alors qu'on aurait pu quand même sacrément avancer. Ça n'a pas été maintenu, ça n'a pas été cultivé, en tout cas pas comme il faudrait, puisque regardez où nous en sommes, pour la plupart. Après, il y a une grosse ouverture d'esprit, donc ça c'est quand même bien. Ça va un petit peu mieux que certaines années. Mais encore une fois, il y a eu des années où, il y a 50, 60, il y a une centaine d'années, je vous rappelle encore qu'on enfermait des gens à ce sujet, encore maintenant. Mais à l'époque, c'était plus courant. Sans parler de la chasse aux sorcières. Les séances furent tenues à la maison de M. Finzi, Monti di Pieta, 11 Milan, entre 9h et 12h du soir. Le médium fut introduit par M. Chiaya, lequel, après avoir assisté aux premières séances, se retira. Ça va être très, très éprouvant. On commença à chercher à obtenir des phénomènes à la lumière. Bientôt, on prouva les mouvements mécaniques inexplicables par l'attouchement direct des mains, un soulèvement latéral de la table, poids 8 kg, apporté par M. le docteur Finzi. La table se souleva d'un angle de 30-40 degrés et se maintint plusieurs secondes, pendant que le médium avait dessous les 2 pieds étendus et frappait des souliers l'un contre l'autre. Ça, quand je vois ça, je suis désolée, mais ça me fait toujours sourire. Après, c'est un phénomène que je connais pas directement, donc c'est plus facile pour moi de sourire, justement. Je pense que si ça arrivait vraiment, je rigolerais pas. En faisant en ce moment avec la main une pression sur le côté soulevé de la table, on sentait une résistance élastique assez forte. On prit toujours les précautions nécessaires. Les mains et les pieds du médium furent toujours tenus. En mesurant la force appliquée au soulèvement latéral, on trouva que le dynamomètre indiquait 3,5 kg. Quelquefois, la table faisait quelques mouvements de droite à gauche, puis se soulevait latéralement tantôt d'un côté et de l'autre. Enfin, elle se souleva entièrement, soit les 4 pieds en l'air et horizontalement à une hauteur de 10 à 20 cm et retomba à plat sur les 4 pieds. Quand quelque phénomène est en train de se produire, le visage de Sapia se contracte, les mains se crispent et se convulsionnent, elle gémit et paraît souffrir. Comme la table se tenait en l'air pendant quelques secondes, on pouvait obtenir plusieurs photographies des phénomènes, que M. le docteur Duprel a montré dans sa conférence faite dans la Société de physiologie de psychologie scientifique à Munich. La lumière actinique était produite au moment nécessaire par un éclair magnétique. Sur une des photographies, on voit M. Richet tenant une main, les genoux et un pied du médium. Son autre main étant tenue par M. Lombrosco. La table soulevée en l'air horizontalement, ce qu'on voit par intervalle entre l'extrémité de chaque pied, de l'extrémité des ombres respectives projetées par les pieds de la table et n'arrivant pas jusqu'aux pieds. Une expérience très intéressante fut la suivante. Le médium assis sur une chaise fut placé sur une balance. Il présenta le poids total de 62 kg. Après certaines oscillations, le fléau n'indiquait plus que 52 kg. On désira l'augmentation de la pression et le fléau indiqua 62 kg. On essaiera de reproduire ces variations, mais on ne put réussir qu'en tant debout sur le plateau et en appuyant tantôt sur un des côtés, tantôt sur l'autre, tout près du bord, par des mouvements de grande amplitude. Ça aurait été sympa de savoir combien elle pesait au départ. La médium. Sans rien, sans expérience. Il est vrai, disent les sous-signés dans le résumé, que nous ne les avons jamais observés chez le médium, et qu'il lui était impossible dans la position sur la chaise, mais tout de même, nous sommes prêts à reconnaître que l'expérience ne peut être entièrement satisfaisante. C'est pour cela qu'elle fut complétée par l'expérience suivante, faite aux séances du 21 et 26 septembre. La balance fut placée derrière le dos du médium, assis à la table, de façon que le plateau se trouvât à une distance d'un décimètre de la chaise du médium.
Le mouvement du fléau se reproduisit, à la vue de tous, et il frappa fortement sur la barre. Monsieur Richet et monsieur Aksakov s'assuraient, en promenant leurs mains dans l'air et par terre, qu'il n'y avait aucun artifice, aucune communion entre le plateau et la chaise. On faisait en outre l'expérience du mouvement horizontal de la table avec les mains du médium sur une planche posée sur 3 boules interposées entre la planche et la table. Les pieds de la table furent munis de roulettes, le médium fut invité à mettre ses mains au milieu de la planche. Toutes les précautions furent prises. Les voisins de droite et de gauche mirent leurs pieds sur les pieds de Sapia et appuyèrent leurs genoux contre ses genoux, formant un angle droit dans les... Désolée. Non mais j'espère qu'à un moment il va passer à autre chose parce que là... après c'est très intéressant sur le phénomène, attention, moi je suis contente de dire ça. Mais j'imagine toujours la scène dans l'espace duquel les 2 pieds de la table se trouvaient parfaitement isolés. Aujourd'hui, si vous voulez, on ferait autre chose, mais à l'époque, ils n'avaient pas les moyens technologiques, je pense. Sous ces conditions, la table se mit plusieurs fois en avant et en arrière, à droite et à gauche, parallèlement à celle-là, à elle-même, pardon. Et se déplaçant de 10 à 20 cm ensemble avec la planche sur les boules, comme si la table et la planche ne faisaient qu'un. Une autre fois, la table se souleva latéralement du côté et sous les mains du médium, ensemble avec les boules à une hauteur de 10-15 cm, sans aucun déplacement des boules et de la planche. Pendant les séances, on observa souvent des mouvements d'objets à distance sans aucun contact avec les assistants encore en pleine lumière. Oui, il y a toujours les assistants, hein. Une grande chaise pesant 10 kilos s'approcha de M. Schiaparelli. On pouvait aussi constater des mouvements de la table sans attouchement. Les assistants firent la chaîne avec les mains, ça c'est obligé pour envoyer l'énergie, y inclut celle du médium. Lorsque la table se mit en mouvement, ils soulevèrent tous leurs mains sans rompre la chaîne, et la table toute seule fit plusieurs mouvements. Ce qui me fait rire, c'est que parmi les professeurs, les docteurs, j'imagine, les gars, j'ai une idée, on va essayer ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va essayer ça. Non, mais il devait quand même préparer les choses à l'avance, j'imagine. Oui, puisqu'il a emmené la table. Le gars, il s'est embêté à emmener une table de 10 kilos, sérieux. Je sais pas quelle taille elle avait, la table. Mais imaginez que c'était dans un appartement, il y avait des escaliers, quoi. Je dis, ouais, on va... Mais non, mais il devait bien y en avoir une. Constamment pendant les séances, des coups se produisaient pour répondre oui ou non à des questions posées. Là, ça devient intéressant. Quant au phénomène observé dans l'obscurité, les membres du comité disent « Tout le monde fait la chaîne et les mains et les pieds du médium sont tenus par ses voisins. » Oui. Oui, toute seule, elle aura plus de mal. L'obscurité augmente évidemment la force des manifestations qui peuvent se ranger dans les catégories suivantes. Alors ça, pourquoi ? J'aurais aimé qu'ils nous disent, j'ai ma petite idée, mais j'aurais bien aimé qu'ils nous disent pourquoi l'obscurité augmente les forces des manifestations. Donc ils peuvent se ranger dans les catégories suivantes. Premièrement, coup beaucoup plus fort et même formidable, comme avec un poing sur la table. Deuxièmement, chaise des voisins du médium tirée de côté avec les personnes assises dessus. Troisièmement, transport sur la table d'objets qui se trouvaient à distance du médium, tels que chaises, habits, etc. Quatrièmement, déplacement en l'air de différents objets, instruments de musique, clochettes, tambours, etc. Cinquièmement, apparition de lueurs phosphorescentes très vives. Ça, c'est sympa. De plusieurs millimètres de diamètre. Est-ce que c'est des orbes ou est-ce que c'est autre chose? De plusieurs millimètres de diamètre, donc elle parle de rond, au-dessus de la table dans l'air, se mouvant dans toutes les directions, montant et dédoublant quelquefois et disparaissant subitement. Ça ressemble à des orbes quand même. Sixièmement, enfin, le phénomène le plus étrange, cette sensation d'attouchement produite sur notre corps par un corps étranger. Ça, c'est désagréable. Que bientôt on est forcé de reconnaître comme une main, car à mesure que les séances se répètent, cette main devient de plus en plus familière et vous touche le visage et les mains. Et vous reconnaissez le contact parfait d'une main vivante, chaude et forte. On expose longuement... Alors, faut savoir aussi qu'au niveau protection, les personnes qui sont en train de faire ça, elles sont forcément dans un accord tacite, puisqu'elles se donnent à expérience.
Donc au niveau protection, c'est OP, enfin c'est ouvert, c'est-à-dire que si quelque chose veut les toucher, ça a moins de résistance. On expose longuement dans le rapport toutes les expériences faites, apport d'objets à distance, les mains du médium étant liées aux mains de ses voisins, empreintes de doigts reçues sur un papier couvert de noir de fumée, ça c'est les photos, vous savez, enfin ce qui s'appelle les photos d'aura. Pas les photos d'aura d'aujourd'hui, mais on a un article là-dessus le vendredi. Apparition de la main sur carton lumineux, voilà. Les mains du médium étaient liées par 3 tours de ficelle serrées suffisamment presque à lui faire mal, dans le but que, si par quelque manœuvre la main se fût dégagée de la ficelle, les 3 tours de cette ficelle se seraient défaits immédiatement. Et ses mains n'auraient pu d'aucune façon reconstituer la première attache. Une chaise avec clochette posée derrière le médium fut mise sur la table et la clochette sonna, puis tomba sur la table. La lumière étant faite, on constata que tous les liens étaient en ordre. Le papier noirci à la fumée, qui montra des empreintes de doigts, fut posé et fixé sur la table au bout opposé du médium. Le dos de la main gauche de M. Duprel, qui tenait la main du médium, fut sali par le noir de fumée. On avait exprimé le désir que le noir fût transporté sur l'une des mains des assistants. Le docteur Duprel annonça qu'il avait senti plusieurs doigts s'essuyant au dos de sa main gauche. Les mains du médium inspectées immédiatement furent constatées toujours propres. Les cartons sur lesquels on vit très bien la silhouette noire d'une main furent enduits d'une substance lumineuse phosphorescente dans l'obscurité, sulfure de calcium, et placés sur la table et sur des chaises dans différentes parties de la chambre. Il y a une chose aussi intéressante, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, même si des gens comme ça existent, vous en entendrez beaucoup moins parler, puisqu'ils seront un peu, entre guillemets, recrutés par peut-être quelques organismes. Donc, des personnes ultra performantes aujourd'hui, elles sont plus tellement accessibles. La séance du 6 octobre, déjà mentionnée, donne une pleine conviction aux assistants, il n'y a que voir les rapports de la CIA, donne une pleine conviction aux assistants, comme tous les phénomènes observés à l'obscurité furent enfin observés à la lumière, le médium en vue. Entendez les assistants. Comme l'obscurité paraît considérablement favoriser le développement des phénomènes, il fallait donc laisser l'obscurité aux phénomènes et avoir la lumière pour nous. Et pour ceci, nous procédâmes de la façon suivante. Une partie de la chambre fut séparée de l'autre par un rideau pour la laisser dans l'obscurité, et le médium fut placé sur une chaise dans une ouverture de rideau. Le dos tourné vers la partie obscure et le visage, les mains et les pieds dans la partie de la chambre éclairée. Derrière le rideau fut placée une petite chaise avec une clochette dessus, à une distance d'un demi-mètre de la chaise du médium, et sur une autre chaise, à plus de distance, un vase avec de l'argile humide parfaitement uni. Dans la partie de la chambre éclairée, nous mîmes autour de la table qui fut placée devant le médium, près du rideau. Nous ne fîmes pas de chaîne, mais des mains du médium furent tout le temps tenues par ses voisins. Madame Schiaparelli et Duprel, oui, c'est les voisins, Madame Schiaparelli et Duprel. Alors je pense que c'est Madame, parce que je vois MM, mais c'est peut-être pas MM, c'est peut-être pas Madame. Donc je me trompe peut-être depuis le début, je m'en excuse, mais pour moi c'est ça. Mais j'ai pas l'impression, c'était bizarre. La chambre était éclairée par une lanterne à verre rouge placée sur une autre table. C'était la première fois que le médium se trouvait dans ces conditions. Alors, pour ce que je disais tout à l'heure, sur le recrutement CIA et autres, il faut savoir qu'il y a quelques informations qui ont circulé, même là, on en parlait dans les années 80 et dans les années 90, mais c'est un sujet qui a été reporté un petit peu ici, sur la toile, vous savez, sur les réseaux, comme quoi beaucoup de villes aux États-Unis avaient eu des tests dans les écoles qui n'avaient rien à voir avec ce qui était les écoles. Voilà, avec des questionnaires qu'on avait distribués à un moment par la maîtresse ou autre, aux enfants avec des questions complètement en décalage et justement sur la parapsychologie. Ce qui permettait déjà de repérer certaines facultés.
Et il y a certains parents qui en parlent, et il y en a encore sur les réseaux qui en parlent, puisque je crois que ça a eu lieu récemment encore. Les phénomènes commencèrent, on sentait une résistance en apposant les mains au rideau. Les pans du rideau furent fixés au coin de la table et, à la demande du médium, écartés au-dessus de sa tête et maintenus par des épingles. Alors, au-dessus de la tête du médium, quelque chose se montra, par moments. Monsieur Aksakov posa sa main dans l'ouverture. Elle fut serrée, il sent que quelque chose lui est poussé dans la main. C'était une petite chaise. La petite chaise. Il la tient puisqu'elle est prise et tombe par terre. Tous les autres ressentent aussi les attouchements en mettant leurs mains dans l'ouverture. Monsieur Schiaparelli est touché au côté et frappé sur le dos à travers le rideau. Mais de sa main gauche, il continue toujours à tenir la main droite de Sapia, et de sa main droite, la main gauche de Monsieur Finzi. La main commença alors à apparaître dans l'ouverture d'une façon plus distincte. Là, il met une annotation. Selon le rapport de Monsieur Duprel, la main appartenait à l'astral John King. Je commence à être fatiguée. Si renommé dans les cercles spirites, qui daigna tant de fois se manifester aux incrédules et aux gens qui désirent s'amuser avec des expériences transcendantales. Monsieur Duprel passa sa tête dans l'ouverture en continuant toujours de tenir la main de Sapia et fut touché fortement par des doigts. Monsieur Aksakov présente un crayon, il est pris, ne tombe pas, mais bientôt est rejeté par l'ouverture sur la table. Une fois, c'est un poignet qui apparut sur la tête du médium. Puis il s'ouvrit lentement et nous fit voir tous les doigts de la paume. Tous les doigts et la paume. Impossible d'énumérer le nombre de fois que la main nous est apparue et que nous l'avons touchée. Il suffit de dire que plus aucun doute n'était possible. Que c'était bien une main humaine et vivante. Ah ouais, c'est vraiment concret et factuel. Une main vivante que nous voyons et touchons. Pendant que, en même temps, tout le buste et les bras du médium nous étaient bien visibles. Et que ces deux mains étaient tout le temps tenues par ses voisins. Sapia, elle était tenue par les mains. Après la fin de la séance, Monsieur Duprel pénètre le premier derrière le rideau et annonce que dans l'argile, il y avait une empreinte. Nous constatons en effet que l'argile avait été défoncée par une forte griffe de 5 doigts, d'une main droite, preuve permanente que l'apparition de la main n'était pas une hallucination. Les amis, mais attendez, ce qui nous expliqua le fait qu'un morceau d'argile nous avait été jeté sur la table vers la fin de séance. J'ai mon voisin qui est dans son jardin et qui se mouche super fort. Vous l'avez pas entendu parce que j'ai un micro qui aide à... Mais on voit qu'il s'agit de phénomènes remarquables constatés par un cercle de savants qui ont pris toutes les précautions pour ne pas devenir des victimes de l'adresse d'un médium. On peut dire que les expériences obtenues, premièrement par Lombroso et maintenant par Schiaparelli et les autres célèbres savants, sont le triomphe de la force psychique de notre siècle de matérialisme absurde et convaincant, et convainc les ennemis de ces vérités impopulaires. Et là, c'est signé Chevalier de Thomasin D.G.E. Donc là, après, on va passer sur du déplacement d'objets sans contact et qui se produit à Soulac-sur-Mer. Mais vu l'heure, les amis, je vais déjà vous laisser là avec Sapia, puisque j'ai l'impression que là, sur la suite, ce sera plus Sapia. Donc ça permet de clôturer, on a fait quand même 1 heure de lecture, oui. Ça permet de clôturer ici cette partie. J'espère que ça vous a plu, je sais, c'était vraiment plus un report d'expérience, mais bon, ça permet de voir ce qui se produit, et puis finalement de comparer par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. La suite bientôt, de toute façon, on continue le livre, on est quasiment proche de la moitié du livre, et j'espère bien qu'on va avoir des conclusions plus que des phénomènes. Là, on est encore sur une série de phénomènes, mais rassurez-vous, je pense qu'on va rentrer sur des choses un peu plus poussées, étant donné qu'on n'est même pas à la moitié du livre. Voilà, je vous remercie à tous, merci pour vos commentaires aussi, et je voulais aussi vous dire que pour les personnes qui commentent,
quand vous avez des questions ou des suggestions par rapport à des vidéos, mettez bien le timing. Mettez bien le time. J'ai encore mon voisin qui vient de se moucher. Et mettez bien le timecode de la vidéo, à quel endroit vous avez entendu, parce que moi ça me permet de revenir dessus et d'écouter et de vous répondre de manière plus claire. Voilà, merci à tous. Si vous avez aimé, mettez bien le petit pouce, comme on dit. Enfin, merci déjà pour tous les pouces que vous avez déjà mis jusque-là. Et comme je dis, je le fais par plaisir et pour vous, si ça peut vous aider et si c'est un partage qui a de l'intérêt pour vous, c'est ça le plus important. À bientôt pour une nouvelle lecture sur Livres ésotériques anciens. À bientôt, bisous à tous.